Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la secrétaire nationale des écologistes et vous venez de publier ce livre. Demain, si tout va bien, c'est chez Albin Michel. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Marine Tondelier, après avoir entendu les deux discours de politique générale de Sébastien Lecornu devant les députés, devant les sénateurs, est-ce que vous nous confirmez que les écologistes voteront la censure ? Ah oui, quasiment à l'unanimité, le groupe votera la censure parce que vous devez comprendre que des écologistes regardent beaucoup de choses. Nous regardons tout ce qu'il dit, mais nous attendons forcément des choses sur l'écologie. Je pense que c'est logique pour tous vos téléspectateurs. Et mais il en a parlé hier. Même pas parlé. Alors il en a parlé hier au Sénat dans un exercice de rattrapage contrôlé parce qu'il n'avait même pas abordé le sujet à l'Assemblée nationale. Il y avait d'autres priorités. Le mardi, il y a d'autres priorités. Non, j'allais dire d'autres priorités. Mardi, il fallait absolument parler des retraites. Il ne pouvait pas parler de tout en une demi-heure. Sur son discours, il lui restait et là, d'autres hier, il a répondu. Est-ce que vous avez été convaincu ? Vous faites très bien le comité syndical de M. Lecornu, qui, je pense, n'en a pas besoin. Je vous dis une chose, je suis écologiste, à la tête d'un mouvement écologiste, et vous avez un groupe écologiste à l'Assemblée nationale et un groupe écologiste au Sénat. À la fin, je le vois, ça fait des années que ça dure, il n'y a plus que nous qui tenons sur ce sujet, qui est un sujet très important pour les Français. Un sondage Ipsos commandé par le Résurrection Climat est sorti, qui montre que plus de 80% des Français, 1, tiennent à l'environnement, au climat, c'est un sujet de préoccupation majeure pour eux. 2, estiment que le gouvernement n'en fait pas assez. Et 3, disent qu'ils en veulent plus avec tout un tas de mesures. Nous avons fait 3 rendez-vous avec M. Lecornu. On a vu M. Lecornu 1, 2 fois. On a vu M. Lecornu préfigurateur. On a vu M. Lecornu 2. On a vu M. Macron. Et dans tous ces rendez-vous, nous avons placé l'écologie en première priorité, ce qui est attendu de nous. C'est notre objet social, même si on en a d'autres. Attendez, et à chaque fois, M. Lecornu nous a dit « Excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de regarder ». Alors, Lecornu 1 qui vient d'arriver peut-être, Lecornu qui est là depuis 25 jours, qui dit qu'il n'a pas eu le temps de regarder, très préoccupant. Et à l'Élysée, nous avons posé avec Cyril Châtelain, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, ce sujet dans notre introduction et dans toutes nos relances. Nous avons été les seuls à en parler. Et vous ne pouvez pas reprocher à des écologistes d'attendre des mesures fortes sur l'écologie. C'est pas pour nous. C'est le sujet. On ne vous reproche rien. On ne vous reproche rien. Non, mais c'est un sujet qui détermine tout le reste. Et sans faire le comité syndical. Sans sauver la planète, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, ça ne marchera pas. Sans faire le comité syndical, comme vous dites, de Sébastien Lecornu, je me permets de rappeler ses propos et de vous demander un commentaire. Il dit hier, nous devons avancer avec efficacité et sans dogmatisme, avec une approche locale, car l'écologie, c'est de l'aménagement du territoire. En tout cas, cette approche vis-à-vis de l'aménagement du territoire, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quoi? C'est du verbiage? C'est quoi? Alors, premièrement, il glisse un mot hier dans sa version de son discours de politique générale au Sénat, parce qu'il a oublié d'en parler à l'Assemblée nationale. C'était plus qu'un mot quand même, c'était tout un paragraphe. Enfin, c'est 2 phrases. Ouais. Ah, ne vous inquiétez pas, je regarde ça de très près. Il y avait quand même un bon paragraphe. Dire que l'écologie, c'est de l'aménagement du territoire, oui, l'aménagement du territoire a un impact sur l'écologie, et on est bien placé pour le savoir au Sénat, puisque c'est au Sénat qu'a été battu en brèche le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui empêche l'artificialisation du sol, auquel le sondage auquel je viens de faire référence montre que plus de 80% des Français y sont favorables, je crois que c'est même près de 90%. Bon, l'écologie, ça n'est pas que de l'aménagement du territoire. Ça fait partie du sujet, mais pas que. Si on considère que c'est de l'aménagement du territoire, alors il ne faut pas diviser par 2 le fonds vert. Ce qui a été fait par le gouvernement Bayrou l'année dernière et ce qui va être fait à nouveau par le gouvernement Lecornu cette année, c'est-à-dire que le fonds vert, cette enveloppe qui permet aux collectivités de s'adapter au changement climatique, d'aménager les zones humides. Vous êtes de la Voix du Nord, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la région de Saint-Omer il y a maintenant 2 ans, des inondations. Ou encore un collège a été construit en zone inondable. Enfin, ça n'arrête pas. Les collectivités ne s'en sortent plus, elles ont besoin d'argent. Et donc là, quand on cumule 2024 et 2025, le fonds vert aura été divisé par 4. Donc si on considère que l'écologie c'est de l'aménagement du territoire, alors que ça n'est pas que ça, déjà on ne fait pas ça. Ensuite, vous dire quand même que moi je me suis étranglée quand j'ai lu la lettre de Lecornu 1 aux parlementaires du socle commun qui disaient ce qu'ils allaient faire. Il y avait cette petite phrase, alors ils ont dû se dire, le conseiller qui a écrit Coya a dû dire « je coche, on a parlé d'écologie, c'est bon ». La phrase était, tenez-vous bien, « l'action environnementale continuera d'irriguer les politiques de tout le gouvernement ». Continuera d'irriguer.
Donc continue, on ne comprend pas ce verbe, puisque depuis le début de l'année, il y a eu 43 reculs environnementaux majeurs dans ce pays, à l'initiative du gouvernement et votés par les parlements pour la plupart. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils considèrent que quand ils ont fait 43 reculs environnementaux majeurs, dont les Français ont bien entendu parler, on a par exemple essayé d'attenter à leur santé en relarguant dans l'air des substances toxiques. Bon, les Français se sont battus, ils ont entendu parler de ces trucs-là. Et là, on leur dit, on va continuer d'irriguer vraiment avec l'environnement, tout se passe bien. Il y a quand même une forme de provocation dans la manière dont ce sujet est pris par-dessus la jambe à la légère. Et je le dis, cette bataille-là, la bataille du climat, de la biodiversité, elle détermine tout le reste qu'on pourra manger demain, ce qu'on respirera, la qualité de l'eau qu'on boira, notre santé, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et notre capacité même à vivre sur la planète. Là, vous avez vu ce qui manquait dans le discours sur l'écologie. Vous demandiez le renoncement au 49.3, il l'a fait. Vous demandiez la suspension de la réforme des retraites, il l'a fait. On demandait d'être nommé et de renoncer nous-mêmes au 49.3. Bon, mais là, c'est le 49.3, la suspension de la réforme des retraites, c'était des demandes de la gauche et des écologistes. Évidemment, et moi je me félicite que notre opiniâtreté ait permis d'obtenir non pas l'abrogation de la réforme des retraites que l'on demandait ardemment, et d'ailleurs on s'est battu pour qu'elle n'advienne pas. Deuxièmement, pas non plus la suspension de la réforme des retraites. C'est pas vrai, ce qu'il propose n'est pas vraiment une suspension, c'est un décalage d'un trimestre en fait, de l'application. Oui, mais jusqu'à la présidentielle pour permettre un débat clair et net. Que cette loi soit nulle et non avenue et qu'on revienne de manière rétroactive sur les effets qu'elle produit déjà. Enfin, vous avez gagné Deuxièmement, sur la ce suspension. Point. Marine Tondelier, vous avez gagné sur ce point, vous avez gagné sur le 49.3. Oui, mais j'explique parce que je pense qu'il y a une grande confusion. Vraiment, il y a une grande confusion chez les gens qui nous regardent, qui ne comprennent plus. Moi, j'ai écouté beaucoup d'émissions hier. Tout le monde ne raconte pas la même chose, c'est extrêmement confus. Même les parlementaires. Et donc je veux dire qu'en fait, si vous avez 56 ans ou moins, le décalage, qu'ils appellent suspension, mais qui est un décalage de quelques mois, ne changera rien pour vous. Ce que ça va changer, c'est pour les personnes qui sont nées entre 1964 et 1968, qui en fait vont gagner un trimestre. En gros. Donc c'est plus de 3 millions de personnes. Je ne dis pas que c'est rien. Je me suis battue pour, et notre opiniâtreté sur ce point a payé. Mais est-ce que ça vaut le fait de laisser ce gouvernement qui n'a rien à faire là? Deuxièmement, est-ce que ça veut dire qu'on a réglé le problème des retraites? Non. Et surtout, ce qui m'inquiète énormément, et plus j'écoute les émissions sur ce sujet, moins je suis rassurée, c'est comment ils vont faire. Parce qu'il y a eu un flou artistique sur est-ce que ça sera une loi spéciale, un amendement dans le PLFSS. Attendez, on apprend maintenant que ce sera un amendement dans le PLFSS. Vous auriez eu un Premier ministre de gauche ou une Première ministre de gauche à Matignon, vous refusiez l'usage du 49.3, vous auriez été exactement dans la même position. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Parce qu'Emmanuel Macron nous fait, depuis maintenant plus d'un an, 50 nuances d'obstruction. Si ce que vous voulez me faire dire, c'est que le fait qu'il ait nommé très tardivement Michel Barnier, qui est tombé et a mis M. Bayrou dans une confusion, qui est retombé et qui met... Ce qu'on vous dit, c'est qu'il a fait ce que vous demandiez. Non. Attendez, moi je vais au bout de ma démonstration. Ce qui se passe, pourquoi on doit fonctionner à l'arrache totale par un amendement au PLFSS dont on ne sait ni s'il sera adopté, ni comment il sera financé, ni les conséquences en cascade que ça aura sur les autres postes du PLFSS qui doit boucler. Vous avez entendu le Premier ministre, il dit que pour que ça rentre en vigueur rapidement, il faut que ça passe par... Vous ne voulez pas que je le dise, mais je vais le dire quand même, parce qu'en fait c'est important. Monsieur Macron fait de l'obstruction, ce qui fait que tous les gouvernements bossent dans une panique générale. Monsieur Le Cornu, il a été nommé en septembre. Il aurait eu le temps, s'il avait été nommé avant, parce que je vous rappelais qu'il était nommé à l'automne dernier, de préparer bien un budget. Là, c'est fait dans la confusion. Et donc, même entre eux au gouvernement, ils ne savent pas comment ils vont faire. Vous avez M. Farandou, ministre des Solidarités, qui dit au JT de France 2 que ça sera une loi spéciale. Vous avez Madame Monchalin qui s'occupe du budget, qui rétropédale dans la commission en disant non, pas du tout. Enfin, ce sera une loi, mais en fait, ce sera le PLFSS. Enfin, on ne comprend rien. Même les socialistes ne savent plus trop comment ça va se passer parce qu'on comprend qu'en fait c'est aussi un piège pour obliger la gauche à voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et il faut que vos téléspectateurs comprennent ce qu'il y a dedans. Il y a une augmentation des franchises médicales. Il y a un gel de toutes les prestations sociales, toutes Ça, c'est la proposition initiale. Voilà, il y a un débat parlementaire. C'est la copie initiale. Le 49.3 permet normalement de faire un débat parlementaire. Monsieur Lécuyer, soyez honnête. Le 49.3... Je le suis, arrêtez, Alors, vous êtes honnête, donc vous allez reconnaître que l'article 40, qui est un article qui régit les travaux parlementaires, empêche à tous les parlementaires de déposer des amendements qui créent de nouvelles dépenses pour l'État. Oui. Est-ce qu'on pourra dégeler le RSA, toutes les prestations sociales? Non. Est-ce qu'on pourra se battre contre le fait que les retraites vont être sous-indexées? C'est-à-dire que jusque 2030, les retraites ne suivront pas l'inflation. Communes chaque année. Est-ce que vous pensez qu'on pourra se battre parce qu'il manque
plusieurs centaines de millions d'euros sur l'APL. Est-ce que vous pensez qu'on pourra se battre pour faire en sorte que les gens à l'ALD, en affection longue durée... Si vous faites des économies par ailleurs, ça a toujours été les règles. L'article 40 n'est pas une création de cette année. Nous n'avons pas le droit de déposer ces amendements. Comme chaque année. Seul le gouvernement peut le faire. Mais chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On prépare en amont du dépôt du PLFSS. Il y a des discussions. Chaque année, vous ne le votez pas parce qu'il y a un 49.3. Cette année, ça n'a pas été fait. Et si nous avions été au gouvernement, ce qui est notre demande, nous aurions pu déposer des amendements gouvernementaux qui, eux, ne sont pas soumis à l'article 40, puisque le gouvernement, lui, évidemment, a le droit de faire ce qu'il veut comme amendement. Et donc, j'invite vos téléspectateurs à être très, très attentifs à ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent, s'ils y comprennent quelque chose. Vous dites comme Manuel Bompard que c'est un énorme leurre, c'est ça? C'est ma grosse exactement sur la je même ne dis pas ligne que c'est rien et que ça ne changera rien à personne, ça n'est pas vrai. Et je me suis battue pour obtenir tout ce qu'on pouvait. Et ce qu'on a pu, c'est pas grand-chose. Est-ce que pousser vers la dissolution, c'est pas encore pire que d'essayer de négocier? Vous savez, Naomi Klein a écrit un très beau livre qui s'appelle « La stratégie du chaos, la stratégie du choc », qui décrit exactement ce qui nous arrive en France. Comment le libéralisme est arrivé à ses fins dans beaucoup de pays du monde. En expliquant, en fait, en provoquant la peur. Ce que M. Bayrou a fait tout l'été. Vous allez tous mourir, on va crever, le budget va exploser, il y a une voie d'eau, le Titanic, machin truc. Tout le monde était paniqué. Ensuite, vous commencez à apporter des solutions en expliquant qu'on n'a pas le choix. Voilà, le PLFSS, voilà, déremboursement des médicaments, les franchises médicales, l'ALD, le RSA, les retraites qui ne suivront pas l'inflation. On n'a pas le choix. Et on vous explique qu'en plus, c'est pour vous qu'on le fait. Et ce que je constate, c'est que ce gouvernement et les précédents ont supprimé des dizaines de milliards par an d'impôts pour les plus riches, et que celles et ceux qui vont faire que ça boucle parce qu'on a droit à baisser les impôts pour les plus riches, ce sont tous les Français, et en première ligne les plus modestes. C'est ce que l'on dit depuis plus d'1 an. Et maintenant, on nous explique qu'on n'a pas le choix, sinon c'est la dissolution. Et donc, vous voyez, c'est un gouvernement qui agit par la peur, qui veut peser sur nous. Est-ce que Marine Tondelier, c'est tellement pervers. Il va nous faire peser sur nous le poids de la perversité. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez le choix du Parti socialiste qui fait le pari du débat parlementaire? Je ne vais pas vous dire que je ne les comprends pas, j'en ai beaucoup discuté avec eux. Mais très sincèrement, je pense qu'ils étaient tellement prêts à faire ça, et tout le monde le savait tellement, que ça a empêché notre nomination. C'est ça la vérité. Parce que c'est à cause du PS qu'il n'y a pas un Premier ministre de gauche. Je pense que dans le rapport de force pour exiger d'être nommé, ça a pesé. Parce qu'en fait, les macronistes disaient « je pense qu'avec eux, on pourra s'arranger ». Et donc je le dis, à un moment, on est dans un rapport de force qui est extrêmement violent. Les gens que nous avons en face de nous ne veulent pas nous nommer, ne veulent pas rendre le pouvoir, ne veulent pas que les caps des politiques publiques changent. Donc ils vous ont affaibli dans le rapport de force. Pour qu'on puisse aller pavoiser sur les plateaux télé en disant qu'on est content. Moi, je ne suis pas contente. Je ne vais pas faire semblant d'être contente, et je ne dirai pas que je suis contente, parce que quand les Français vont voir tout ce qui les attend dans le PLFSS, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça va faire extrêmement mal. Et les premières victimes de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce sera les plus précaires. Mais est-ce que vous pensez qu'il sera censuré, Sébastien? Petite précision, vous nous dites la quasi-totalité du groupe écologiste votera la censure. Il y a Delphine Bateau qui n'est pas membre des écologistes, qui est membre du groupe, elle est de Génération. Il manquera juste une voix. Pas plus. On verra, mais chacun fait ce qu'il veut par ailleurs, les gens sont libres. Mais il en manquera peut-être plus. Des discussions que nous avons depuis maintenant quelques semaines, j'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet. Vous pensez qu'il sera censuré? On faisait les décomptes encore dans la loge parce que ça bouge beaucoup. Il a à peu près 20 voix de marge et on voit qu'il y a, par exemple, au Parti socialiste, tous les députés ultramarins, et je les comprends et je les soutiens, qui disent, nous, vu ce qu'il y a pour nos territoires dans ce projet de loi de financement, on peut pas voter. À Elliott, ça tangue un petit peu, alors que leur président de groupe a quand même été nommé en charge des relations avec le Parlement au gouvernement. Chez LR, alors on a quand même alors elle est plus LR, elle est Horizon, on comprend rien avec la droite tellement ça bouge, mais Christelle Morancé, cette présidente de groupe de région, qui dit il faut censurer. Donc est-ce qu'à LR, à Horizon, tout le monde votera d'un bloc? On verra après 20, la marge est quand même haute. Moi, je pense qu'il va passer aujourd'hui. Vous appelez les députés socialistes à désobéir? Ça va être long quand même jusqu'en décembre, préparez-vous. Est-ce que vous appelez les députés socialistes à désobéir comme le fait Manuel Bompard? Mais ils n'ont pas besoin de nous. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent, ils votent en conscience. S'ils ont envie de pas voter, ils votent pas. S'ils ont envie de voter, ils votent. Et tout le monde est adulte dans cette Assemblée nationale. Je ne vais pas commencer à haranguer la foule en disant « lui, je me rappellerai ». Franchement, mais est-ce que quand même je pense que c'est compliqué. Je pense que les mois qui viennent me donneront raison. Et voilà. Est-ce que quand même pour les Français, le spectacle politique qui a été donné ces derniers jours, il ne contribue pas à la fatigue collective, à la résignation générale que vous dites redouter dans votre livre? Il y a 86% des Français qui ont dit dans un sondage, c'était il y a 15 jours en plus, c'était avant les 15 derniers jours, qui trouvaient le spectacle politique actuel navrant. Et moi, je fais partie de ces 86% de Français, je vous le dis très sincèrement. Il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas dire « ça y est, on a reculé de 3 mois l'application de la réforme des retraites, vous aurez un trimestre, on a sauvé ». C'est pas vrai.
Il faut le dire aux gens. Ce qui va se passer est terrible sur le plan environnemental, sur le plan social, y compris sur le plan économique et budgétaire. Donc il faut se le dire. Après moi, si j'ai écrit Demain si tout va bien, ce livre qui est sorti aux éditions Albin Michel, c'est parce que ma plus grande crainte, c'est la résignation générale. C'est ce moment où tout le monde aurait baissé les bras. Je me dis, mais là, ça va pas y contribuer. Et donc, les gens qui vous regardent. Mais moi, j'ai quand même écrit un livre pour donner de l'espoir. C'est-à-dire que je suis beaucoup en dédicace. J'étais à Arras hier, je suis ce soir à Caen, j'étais avant-hier à Montreuil. En fait, les gens qui ont commencé à lire me disent merci, ça me donne de l'énergie. Et ben je me dis que si on a ça, on n'aura déjà pas tout perdu, parce qu'en fait, ça va jouer au mental. Ce qu'ils veulent au gouvernement, c'est nous dire vous signez des pétitions comme les 2 millions sur la du plomb, ça ne sert à rien. Vous faites des manifestations, ça ne sert à rien. Ah, vous votez, je vous demande une élection, j'organise une élection. Tout le monde s'y met pendant un mois, et ben à la fin, je ne respecte pas le résultat. Et donc, on sent qu'il y a un travail de sape morale, mais du coup, de sape aussi de nos institutions et du degré de confiance que peuvent avoir les Français. Dans ce livre, je pense qu'en 2027, il faudra beaucoup parler des institutions et de la 6ème République, parce qu'on voit bien là qu'on a touché le fond. Mais dans ce livre, vous parlez beaucoup de vos racines, de votre territoire, d'Hénin-Beaumont. Vous y habitez encore, c'est une ville RN. Vous racontez d'ailleurs comme c'est difficile d'être élu d'opposition dans cette ville, pour vous, pour votre famille. Est-ce que provoquer une dissolution demain, c'est pas faire le jeu du Rassemblement national, donner gagnant dans les sondages? Mais vous voyez bien dans quelle situation ils nous mettent. C'est qu'en fait, il n'y a plus de bonne solution. À partir du moment où vous remportez une élection et qu'on ne vous nomme pas à Matignon, tout ce que vous pouvez faire est un piège qui se referme, pas sur nous, mais sur tout le monde. C'est-à-dire qu'on nous dit, bon, cohabitation c'est trop compliqué, dissolution c'est trop compliqué, Emmanuel Macron ne peut pas partir, bon, bah résultat, bah, on va continuer. Voilà. C'est vraiment, on n'a pas le choix. L'argument qui a été donné pendant des mois pour ne pas nous nommer, c'était l'argument de la stabilité, je vous rappelle. Emmanuel Macron disait, ça devrait être eux. Mais au nom de la stabilité, je ne peux pas les nommer. Bon, résultat, il a nommé Michel Barnier, qui a duré le moins longtemps de toute la Ve République, avant M. Le Cornu. Ensuite, François Bayrou, qui s'est jeté du haut de la falaise, on n'a pas compris. Et maintenant, M. Le Cornu, dont le premier gouvernement a duré 14 heures et dont le deuxième ne tient qu'à un fil, et à ce que je pense être une entourloupe dont nous verrons les conséquences dans les mois qui viennent. C'est ça, c'est là où on en est. Et donc, nous dire c'est la stabilité qui fait qu'on ne peut pas vous nommer, ça me fait sourire. On nous ment quand même beaucoup. On va parler un petit peu des municipales, si vous voulez bien, et de la gauche, de manière générale. La France Insoumise et le PS, ça ne vous a pas échappé, continue de s'écharper. Et vous, au milieu, on a l'impression que vous essayez de tenir ce bel attelage ensemble. Vous gardez l'espoir, vous avez raison. Ben oui, j'ai vu. Vous croyez toujours à cette union de la gauche et des écologistes? Bah, le sujet n'est pas que j'y crois ou pas, c'est qu'est-ce que je pense qu'il faut faire. Y croire, quand même. Et je vous le dis, moi je suis écologiste, donc je ne suis pas en train d'animer un bras de fer entre le Parti socialiste et la France insoumise. Ça y ressemble quand même à Marine Tondelier. Oui, mais ça c'est leur histoire. Et je pense que ce qu'ils font est responsable parce que ça contribue aussi beaucoup à miner le moral de notre propre électorat, dont nous aurons besoin, spoiler alerte, qu'ils se déplacent aux prochaines élections. Donc si on leur dit toute la semaine que l'un est nul, l'autre est horrible, et qu'on réserve nos mots les plus durs à nos partenaires de gauche, alors on participe au problème de notre non-accession au pouvoir. Donc nous sommes écologistes, nous sommes un parti écologiste. On n'est pas au Parti socialiste, on n'est pas la France insoumise. Mais quand l'histoire l'exige, et en ce moment l'histoire l'exige, on travaille avec tous nos partenaires pour trouver des solutions. Sur les municipales, je le dis, on a une responsabilité immense pour que les villes écologistes restent écologistes, pour que les villes de gauche restent de gauche, et j'y prendrai toute ma part. Mais on a aussi la responsabilité que des villes de droite basculent à gauche. Et j'y prendrai toute ma part aujourd'hui, c'est pour ça que je prends le train après notre émission pour aller à Caen, et que dans les semaines qui viennent, je serai à Mulhouse, je serai à Nice, à Lorient, dans toutes ces villes dont j'estime qu'elles peuvent basculer à gauche, parce qu'on ne gagnera pas 2027 sans avoir marquer des victoires d'étape. Mais dans les villes qui sont déjà écologistes, Lyon par exemple, il y a un sondage qui a été publié récemment qui donne Jean-Michel Aulas largement devant le maire écologiste sortant, Grégory Doucet. Ça vous inquiète? Vous pensez que vous allez conserver vos villes? Alors, merci beaucoup de me poser la question, ça me donne l'occasion d'expliquer ce qui se passe à Lyon. On a Monsieur Aulas, donc l'ancien président du club de foot, qui un peu à la Trump en fait, qui dit tiens, les affaires c'était sympa, maintenant je veux le pouvoir. Bon, il se lance dans cette aventure, la fleur au fusil, en racontant des choses stupéfiantes. Il a par exemple dit que lui, s'il était maire, il licenciait tous les gens, il n'y aurait plus de cabinet. Des conseillers, ça ne servait à rien, parce qu'il est tellement fantastique. Et donc que l'argent qui servait à payer l'équipe du maire, ça serait donné aux associations. Bon, bah, les gens disent c'est sympa pour les associations. Mais si M. Aulas devient maire, ce que je ne souhaite absolument pas, ça me terrifie. Les gens vont aller dans la rue en disant au fait, monsieur, mon logement, au fait, mon. Et il va dire quoi? Il va dire je sais pas, il va prendre le numéro, il va appeler lui-même. Ça n'a aucun sens. C'est un leurre et c'est vraiment le Trumpisme qui arrive en France. Et quand je vois que ce monsieur est soutenu par Gabriel Attal, par Édouard Philippe, par Laurent Wauquiez, je me dis le goût de la revanche pour eux
leur fait faire des choses qui sont irresponsables et qui n'ont aucun sens. Alors après, M. Aulas, il a une grande notoriété dans le coin, ce qui joue dans des sondages aussi loin que de l'élection. Deuxièmement, il faut savoir que les maires, c'est pas que les maires écologistes, c'est tout le monde, ils rentrent en campagne plus tard. Parce que, vous savez, pour la continuité... Normalement, les maires sortants, ils ont un avantage quand même. Oui, mais pour la continuité du fonctionnement de la ville et de la vie, parce qu'en fait, ils sont au travail en ce moment, souvent, ils rentrent en campagne à partir du mois de janvier. Et donc, c'est vrai qu'on en a un qui a boulet rouge en campagne, Grégory Doucet qui ose à faire, qui se préoccupe des Lyonnais et qui s'occupe de leur quotidien tous les jours et de préserver leur lendemain aussi. Ouais, et donc, il rentrera en campagne vraisemblablement plus tard. Et ça va se jouer aussi dans les derniers mois. Mais je le dis, oui, je suis inquiète, vous m'avez demandé. Je suis très inquiète parce que je vois le vent populiste qui souffle sur ce pays et qu'on est pris à vendre n'importe quoi aux Français. Marine Tondelier, vous avez peur de pas conserver vos vies. Puisqu'il y a toujours une frayeur puisqu'il y a un vent froid qui souffle, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que vous serez candidate au municipal d'Hénin-Beaumont? Alors on n'arrête pas de me poser la question, donc je ne dois pas être claire, donc je le redis. Je ne serai pas tête de liste au municipal à Hénin-Beaumont parce que j'ai déjà vous serez sur la liste. C'est pas vous qui la faites. Non, mais c'est une question. C'est juste une question. Non, mais vous avez le don de vouloir avoir pour les 10 prochaines années tout ce qui va se passer. C'est pas comme ça que ça marche. Municipal. Là, on est dans 4 mois. On est dans 4 mois. Non, mais vous m'avez paf les deux en même temps. Alors, bah oui, mais vous répondez pas. Est-ce que vous serez sur la liste? Je pars ou je reste? On m'a demandé si j'allais tête de liste. J'ai dit que ce serait Inès Taori, la tête de liste, à qui j'ai fait confiance en 2020, qui est une excellente présidente de groupe et qui aura plus de temps que moi, parce qu'il faut savoir qu'une municipale, je l'ai fait en 2020, c'est être tous les jours dans la ville à travailler le porte-à-porte, les marchés, et je ne serai pas en mesure de le faire puisque je vais être en campagne dans toutes les villes de France qui doivent basculer ou qui doivent rester à gauche. Dernière question. Donc, je ne serai pas tête de liste au municipal. Un peu plus personnel, parce que vous parlez aussi de votre vie, de votre histoire dans ce livre. Alors déjà, on apprend que vous appelez Marine parce que c'est le nom de la fille de Michel Platini. Exactement. Ça, c'est déjà une information. Inspiré ma mère qui l'avait vu dans Paris. Et puisque vous il était d'ailleurs joueur chez les Verts de Saint-Étienne. Hasard, je ne pense pas. Ben voilà. Et alors, puisqu'on parle de vert et que vous portez une veste verte, vous parlez aussi de vous raconter l'histoire de cette veste verte dans le livre qui est devenu plus qu'un simple vêtement. C'est devenu aussi un marqueur de votre identité. Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Cette veste, je l'avais achetée un peu par hasard. C'est un copain qui, le jour de la déclaration du NFP, je lui dis ma veste, elle est vraiment... J'ai vu des photos de moi sur le plateau ici même avec. Elle était vraiment très élimée. Je l'avais achetée sur un truc de seconde main. Et donc il me dit on va en acheter une nouvelle. Il en achète 3, j'arrive et je dis bah celle-là ne va pas. Je les essaye, ça va pas du tout. Et je dis bah il reste plus que celle-là. Elle tombe bien, mais elle est vraiment très verte. Il me dit bah oui. Et c'est dans 20 minutes. Et c'est vrai que j'ai vu ce jour-là, il y a la photo de famille qui est faite avec tout le monde. Et comme tout le monde est souvent en bleu marine, en noir un peu sinistre, on ne voyait que ça. Et du jour au lendemain, tout le monde a commencé à me dire tu viens faire ma campagne, mais tu viens avec la veste. Et je vois que les jours où je ne l'ai pas, je n'ai que des remarques toute la journée sur pourquoi je la mets pas. Donc je suis maintenant prisonnière. Vous en avez combien du coup? J'en avais 2 et j'en ai acheté une 3e là parce que en fait à force de la passer au fer à repasser, elle commence à s'abîmer. Voilà, je précise qu'elle est 100% laine et fabriquée en Europe. Mais du coup, ce vêtement, c'est un peu comme un doudou pour les enfants. Vous voyez, les gens, c'est le moment où ils ont cru que c'était la fin, qu'il y avait le RN qui arrivait à Matignon et ils se sont raccrochés à cette veste pour une raison qui m'échappe un petit peu, mais c'est comme ça. Et donc, cette veste, il y a aussi de l'espoir dedans. Elle est verte, vous voyez, un vert qui croit encore au printemps. Et je continuerai de la porter aussi longtemps que possible. Et le titre de votre livre aussi, il est vert. Demain, si tout va bien, c'est aux éditions dans ce monde de brut. Albin Michel. Chapitre gratuit sur demain si tout va bien.fr pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Et je crois d'ailleurs, c'est le chapitre sur la veste verte qui est à disposition sur le site. Merci Marine Tondelier. La une de la Voix du Nord, c'est les retraites. Un trimestre, ça se prend. On est allé voir les gens. Merci à tous les deux. On regarde ce qu'elle a une de nos régions.